Le Phèdre de Platon, suite. Phèdre. Je croyais bien pourtant que tu n'en étais qu'à la moitié et que tu allais traiter la contrepartie, démontrer qu'il faut donner la préférence à celui qui n'est pas épris et faire voir les avantages qui sont en sa faveur. Pourquoi donc, Socrate, t'arrêtes-tu en route? Socrate. N'as-tu pas pris garde, mon bon ami, que j'ai déjà embouché la trompette épique et délaissé le dithyrambe, et cela pour blâmer? Si je me mets à louer l'autre, où m'arrêterai-je à ton avis? Ne sens-tu pas que les nymphes auxquelles tu m'as livré de propos délibérés vont me jeter dans un délire manifeste? Je me bornerai donc à dire en un mot que tout ce que nous avons réprouvé chez l'un se tourne chez l'autre en avantage. Qu'est-il besoin d'un long discours? J'en ai dit assez sur tous les deux. Mon discours tel qu'il est fera l'effet qu'il doit faire. Pour moi, je repasse la rivière et je m'en vais pour éviter de plus grandes violences de ta part. Phèdre. Pas encore, Socrate, pas avant que la chaleur soit passée. Ne vois-tu pas qu'il va être midi, l'heure de la grosse chaleur? Restons plutôt à causer de ce que nous venons de dire. Dès qu'il fera plus frais, nous partirons. Socrate. Tu es extraordinaire, Phèdre, avec ta passion pour les discours, et vraiment je t'admire. Je suis persuadé que des discours qui ont été faits de ton temps, c'est à toi que la plus grande part en revient. Soit que tu les aies prononcés toi-même, soit que tu les aies faits, d'une manière ou d'une autre, prononcés à d'autres. J'en accepte Simmias de Thèbes. Mais pour les autres, tu les dépasses de beaucoup, et à présent encore, je crois bien que tu es cause que j'ai un discours à faire. Phèdre. Ce n'est pas une déclaration de guerre que tu fais là, mais comment en suis-je cause et de quoi s'agit-il? Socrate. Au moment où j'allais passer la rivière, mon bon ami, j'ai senti le signal divin qui m'est familier et qui m'arrête toujours au moment où je prends une résolution. Et j'ai cru entendre ici même une voix qui me défendait de partir avant d'avoir fait une expiation, comme si j'avais commis quelque faute envers la divinité. C'est qu'en effet je suis devin médiocre, il est vrai. Je ressemble à ceux qui connaissent mal leurs lettres, j'en sais juste assez pour mon usage. Aussi je devine bien ma faute à présent. L'âme aussi, mon ami, est certainement douée d'une puissance divinatoire. Quelque chose me troublait depuis un moment pendant que je parlais, selon l'expression d'Ibicos. J'avais peur, étant coupable envers les dieux, d'en tirer gloire auprès des hommes. Je me rends compte à présent de ma faute. Phèdre. De quelle faute? Socrate. Du fâcheux discours, Phèdre, du fâcheux discours que tu as apporté toi-même et de celui que tu m'as contraint à prononcer. Phèdre. En quoi fâcheux? Socrate. Ce sont de sots discours et quelque peu impies. Peut-il y en avoir de plus fâcheux? Phèdre. Non, si tu dis vrai. Socrate. Quoi donc? Ne crois-tu pas qu'Éros est fils d'Aphrodite et qu'il est Dieu? Phèdre. On le dit. Socrate. Par Lysias à coup sûr, ni toi dans le discours que tu as prononcé par ma bouche, que tu avais ensorcelé. Mais si Éros est Dieu ou quelque chose de divin, comme il l'est en effet, il ne saurait être mauvais. Or nos deux discours de tout à l'heure l'ont représenté comme mauvais. Par là, ils ont offensé Éros. En outre, ils sont tous deux d'une sottise vraiment plaisante. Bien qu'ils ne disent rien de sensé ni de vrai, ils prennent de grands airs comme s'ils valaient quelque chose parce qu'ils trompent quelques nigauds et se font un renom parmi eux. Il faut donc, amis, que j'expie ma faute. Or il y a pour les erreurs envers la mythologie une antique expiation qu'Homère n'a point connue, mais que Stésiphore a su pratiquer. Privé de la vue pour avoir diffamé Hélène, il ne méconnut pas la cause de son malheur, comme Homère, mais instruit par les muses, il la reconnut et fit aussitôt ces vers. Non, ce récit n'est pas vrai. Tu n'es pas monté sur les navires au beau Tillac, tu n'es pas entré dans la citadelle de Troie. Quand il eut achevé cette palinodie, comme on l'appelle,
il recouvra la vue sur le champ. Pour moi, je prétends montrer plus de sagesse que ces poètes, au moins en un point. Car avant qu'Eros me punisse de l'avoir diffamé, je vais lui offrir ma Palinodie, et je le ferai à visage découvert et sans me voiler, comme je l'ai fait tout à l'heure, par respect humain. Phèdre. Tu ne pouvais rien imaginer, Socrate, qui ne fût plus agréable. Socrate. Tu te rends bien compte, mon bon Phèdre, de l'imprudence de ces deux discours, le mien et celui du caillet. Si en effet un homme généreux et bon, épris d'un jeune garçon doué des mêmes qualités, ou ayant été jadis aimé de lui, nous entendait dire que les amants conçoivent des haines violentes pour des bagatelles, qu'ils sont jaloux, qu'ils nuisent à leur bien-aimé, ne penses-tu pas qu'ils nous prendraient pour des gens élevés parmi les matelots et sans aucune idée de l'amour des honnêtes gens, et qu'ils seraient bien éloignés de donner les mains aux reproches que nous faisons à Eros? Phèdre. Par Zeus, c'est bien possible, Socrate. Socrate. Aussi, pour n'avoir point à rougir devant cet homme, ni à craindre la vengeance d'Eros lui-même, je veux purifier mes oreilles, si je puis dire, de la salure de mes premiers propos, avec l'eau douce d'un nouveau discours, mais je conseille aussi à Lysias de reprendre la plume au plus vite pour montrer qu'à mérite égal, il faut préférer l'amant au poursuivant sans amour. Phèdre. Il le fera, sois-en sûr. Car si tu prononces l'éloge de l'amour, il faudra bien que je force Lysias à écrire de son côté un nouveau discours sur le même sujet. Socrate. On peut s'en fier à toi tant que tu seras l'homme que je connais. Phèdre. Tu peux donc parler en toute confiance. Socrate. Mais où est l'enfant à qui je m'adressais? Il faut qu'il entende encore ce que j'ai à dire et qu'il n'aille pas, faute de l'avoir entendu, se donner précipitamment à un homme sans amour. Phèdre. Cet enfant est toujours à tes côtés, tout près de toi, et il y restera tant que tu voudras. Socrate. Figure-toi donc, bel enfant, que le discours précédent était de Phèdre, fils de Phitoclès, du dème de Myrинonte, et que celui que je vais prononcer est de Stésichore, fils d'Euphémos, d'Hymère. Voici comment il faut parler. Non, ce discours n'est pas vrai. Non, il ne faut pas, lorsqu'on a un amant, lui préférer un homme sans amour, car cela seul, que l'un est en délire et que l'autre est dans son bon sens, ce serait juste s'il était hors de doute que le délire fût un mal. Mais au contraire, le délire est pour nous la source des plus grands biens, quand il est l'effet d'une faveur divine. C'est dans le délire en effet que la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone ont rendu mains éminents services à la Grèce, tant aux États qu'aux particuliers. De sang-froid, elles n'ont guère ou n'ont point été utiles. Ne parlons pas de la Sibylle et des autres devins inspirés par les dieux qui, par leurs prédictions, ont mis dans le droit chemin bien des gens. Ce serait allonger le discours sans rien apprendre à personne. Mais voici un témoignage qui mérite l'attention. C'est que, chez les anciens, ceux qui ont créé les mots n'ont pas cru que le délire fût ni honteux ni déshonorant, car ils n'auraient pas attaché ce nom même au plus beau des arts, à l'art qui interprète l'avenir, et ne l'auraient pas appelé manichais, délire. C'est parce qu'ils regardaient le délire comme un don magnifique quand il vient du ciel, qu'ils lui ont donné ce nom. Mais les modernes, insérant maladroitement un T dans le mot, en ont fait mantiquet, divination. Quand au contraire des hommes de sang-froid cherchent à connaître l'avenir par les oiseaux et les autres signes, comme cet art se fonde sur le raisonnement pour fournir à la pensée humaine, en grec oiesis, l'intelligence, en grec nous, et la connaissance, en grec historia, on l'a appelé oionistike, dont les modernes ont fait oionistike, art des augures, en y introduisant un emphatique oméga. Ainsi, autant la divination l'emporte en perfection et en dignité sur l'art augural,
autant le nom l'emporte sur le nom, et l'objet sur l'objet, autant aussi au témoignage des anciens, le délire l'emporte en noblesse sur la sagesse, le don qui vient des dieux sur le talent qui vient de l'homme.